Bonjour à toutes et à tous. Alors après cette vidéo d'introduction qui est dynamique et rythmante, voilà, je voulais vous dire à quel point c'est un grand plaisir d'ouvrir cette journée d'échange et de débat autour des 40 ans de Aide. Un grand plaisir et un grand honneur. Un grand honneur parce que dans cette salle, il y a 40 ans de lutte contre le VIH. Vous toutes et tous ici présents, vous avez participé à cette lutte, que ce soit en France, à l'international, en tant que personne séropositive, en tant que militant, militante associative, en tant que chercheur, soignant, institutionnel, partenaire, allié, parfois un mélange de tout ça aussi. En tant que militants, militantes de Aide aujourd'hui, nous héritons d'une histoire extraordinaire, dont nous allons bien sûr beaucoup parler aujourd'hui, et c'est une histoire qui nous oblige, qui nous donne une responsabilité vis-à-vis de tous les acteurs, actrices de la lutte qui nous ont précédés. La responsabilité de poursuivre le combat et de continuer à raconter et à écrire cette histoire. Et certains et certaines d'entre vous ici, et malheureusement aussi beaucoup qui nous ont quittés, sont des pionniers de la lutte. À un moment où il était difficile d'envisager un autre futur que celui d'une mort prochaine. Et pourtant vous étiez là. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière, a écrit Edmond Rostand. Et justement, c'est bien parce qu'il y a des militants et militantes qui ont cru à des avancées possibles, qui ont cru qu'on pouvait avoir un avenir meilleur, qui ont revendiqué, qui n'ont pas baissé les bras, qu'aujourd'hui, on en est là aujourd'hui, 40 ans plus tard. On sait qu'il est possible d'arrêter les nouvelles contaminations. Mais nous savons tous également que ce n'est pas qu'une question médicale. Et ça, Daniel Defer, il l'avait bien identifié dès le début, dès la création de Aide, dans sa lettre en 84. Nous savons que la lutte contre le VIH, ce n'est pas n'importe quel combat. On ne peut pas lutter contre le VIH sans défendre l'accès à la santé pour les personnes étrangères qui arrivent sur le territoire français, et notamment sans défendre l'AME. On ne peut pas lutter contre le VIH sans combattre les discriminations et les stigmatisations subies par les personnes LGBTQIA+, les détenus, les travailleurs et travailleuses du sexe, les usagers et usagères de drogue, et bien sûr, par les personnes séropositives. On ne peut pas lutter contre le VIH sans combattre les inégalités territoriales, sociales et économiques, et sans défendre l'état de droit. Pour tout ça, la lutte contre le VIH est un vecteur de transformation sociale. Aide et la démarche communautaire en santé qu'elle porte sont des vecteurs de transformation sociale. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui encore, nous, militants, militantes, nous continuons à nous engager. Et c'est pour ça que le combat contre le VIH est encore et toujours d'actualité, il est toujours aussi pertinent. Alors cette journée qui va nous permettre de raconter et de réfléchir à notre histoire commune, elle permettra, j'en suis sûre, de continuer à nourrir notre engagement. Je vous souhaite à tous une très belle journée d'échange. Je vais appeler sur scène Maud Benakcha, qui est journaliste à Libération. Bonjour à toutes et à tous. On est hyper heureux en tant que Libération de pouvoir être présent pour dire une fois de plus qu'on est là. On a été là il y a 40 ans et je vois Éric Favreau devant moi, qui est le journaliste qui a couvert toutes les années, depuis les années 90, depuis la création de Aide et même avant, et au fur et à mesure des années, toutes les années, toutes ces 40 ans qui sont derrière nous et toutes les années à venir. Et en fait, Libération a été touchée par sa chair. Libération, c'est un journal où il y a beaucoup de débats, où il y a beaucoup de points de vue qui sont très affirmés, mais quand il s'agit de parler de VIH, quand il s'agit de parler de sida, il y a beaucoup d'humilité, il y a toujours un temps de retenue
Et ensuite, on revient dans nos débats. Et ensuite, on revient dans nos reportages, dans nos interviews. Donc aujourd'hui, Libération est là pour se rappeler et Libération est là pour passer le relais. Aujourd'hui, c'est moi qui prends la parole. Je suis journaliste à Libération, j'ai 30 ans. Et j'ai été contente de pouvoir, j'ai été heureuse et j'ai été fière de pouvoir travailler sur toute la création de cette journée avec les équipes de Aide, avec Eric qui nous a accompagnés, avec les nouvelles plumes de Libération, Adrien Nazelli, Florian Bardou, que vous allez pouvoir entendre toute cette journée, animer, rencontrer, faire débattre, vous donner la parole et garder finalement cette culture, ce passage de relais. Cette journée, on a essayé de la construire de manière la plus fleurissante possible. Je ne sais pas si vous avez le don d'ubiquité, mais en tout cas, il faudra choisir parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a une exposition en salle claire. Il y a une quinzaine de débats sur la journée. On a choisi avec cœur, avec les équipes de Aide, les invités. J'en nommerai que quelques-uns. Hakim Haïmich, ancienne présidente de Coalition Plus, Claire Hédon, la défenseure des droits, l'artiste Lucky Love, pour qu'on puisse retracer passé, présent et futur, comment vit-on avec le VIH. Et après cette journée riche d'informations, de débats, d'expositions, on plongera dans une soirée artistique avec le cabaret de Madame Arthur, le voguing de Balls in Paris, le DJ de Motamami, aka la journaliste Camille Diao, plein d'autres choses. Bref, restez avec nous pour avoir de belles heures à vivre ensemble. Et cette journée, si elle est possible dans ce lieu aussi fantastique que la Maison des Métallos, c'est grâce aux équipes qui nous ont accompagnés ces derniers mois. Merci beaucoup pour votre travail. Alice Vivier, vous êtes la directrice de la Maison des Métallos. Et vous avez 1000 activités. Pourquoi est-ce que vous avez accepté d'accueillir les 40 ans de Aide, Alice Vivier ? Bonjour, merci beaucoup pour cette introduction et voilà, enfin, je vais évidemment répondre à ta question, mais ça me semble assez évident. En fait, la Maison des Métallos, en effet, tu disais tout à l'heure que Aide, c'est une histoire qui nous oblige. Pour la Maison des Métallos, c'est pareil. C'est un haut lieu de lutte et du coup, historiquement, et du coup, le lien avec Libération et l'association Aide semble assez évident, c'est-à-dire un haut lieu de lutte contre les discriminations, un lieu de lutte contre les violences sociales. Et aussi des structures, je crois, qui prônent la solidarité, l'entraide, et du coup, il y avait quelque chose d'assez évident, je pense, dans le lien, et l'envie d'accueillir les 40 ans, parce qu'aussi 40 ans, c'est quand même une fête, c'est quand même un anniversaire, et qu'on est aussi un lieu de lutte historique ici, mais aussi un lieu de spectacle, et du coup, un lieu de rassemblement, de rencontre, de joie, et du coup, voilà, fêter les 40 ans, c'était quand même aussi quelque chose d'important, je pense, pour la Maison des Métallos, en partenariat avec Libération, évidemment. Voilà, donc je remercie aussi au passage, comme vous quand même, mais fort les équipes qui ont travaillé pour réussir à accueillir toute cette programmation extrêmement dense, où en effet il va y avoir des frustrations, hein, forcément, parce que voilà, ça va être compliqué de réussir à passer d'une salle à l'autre et de tout voir. Et puis ce soir, l'aspect plus festif aussi, qui va être extrêmement joyeux. Donc merci aux équipes de Libération, aux équipes de Aide et aux équipes de la Maison des Métallos d'avoir réussi à faire rentrer toutes ces différentes rencontres et tous ces différents événements. Et un petit mot juste pour dire que j'ai trouvé la vidéo qui est passée au tout départ hyper intéressante, parce qu'en effet très dynamique, et on sent aussi que Aide, c'est une association dont le combat et la lutte est extrêmement importante encore aujourd'hui, qui est une association très fédératrice, et voilà, et donc il faut se rappeler que les dons sont indispensables et nécessaires pour faire vivre cette association. Je crois qu'on n'hésite pas à le dire, redire, donc pour nous ici, mais aussi le communiquer à nos réseaux, à nos proches, et voilà, et merci, et puis joyeux anniversaire. Merci. Je vous propose donc d'entamer la première table ronde, le premier débat, la première discussion de cette journée qui s'annonce. Donc je propose à Eric Favre, journaliste à Libération, de venir sur la table. Autour de lui, il y aura donc Camille Sbire, présidente de Aide, Christophe Honoré, réalisateur, scénariste, écrivain et dramaturge, Willy Rosenbaum, virologue, chercheur et co-découvreur du VIH, Jeanne Gapia Nyonzima, présidente de l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida au Burundi, et Bruno Spire, ancien président de Aide. Applaudissez-les bien fort. Eh bien, ça marche.
Donc, Aide à 40 ans, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle? C'est évidemment, il y a quelques années, on se serait dit, en tout cas au début, une bien mauvaise nouvelle que 40 ans après, et donc presque 43 ans après le début de l'épidémie dans les pays occidentaux, Aide soit toujours là, toujours active. Voilà. Il y a ce mauvais côté. Aide, voilà. Et surtout, certains de vos prédécesseurs disaient que ce serait bien. La bonne nouvelle, ce serait quand Aide ne serait plus là. En même temps, il y a quelque chose qui me frappe toujours quand je regarde cette histoire. C'était il n'y a pas très longtemps, lors d'un colloque. Il y avait Daniel Defer, donc le fondateur. Et voilà, on a parlé sans fin. Au début, c'était un colloque de Grey Pride. On parlait, les différents intervenants parlaient des difficultés actuelles, la stigmatisation, la vulnérabilité, etc. Et Daniel, à la fin, a pris la parole et s'est énervé en disant « Mais attendez, vous ne vous rendez pas compte? La plus belle des choses, c'est qu'on soit là. On est vivant. La plus grande des victoires, c'est qu'on ne soit pas mort. » Et d'une certaine façon, voilà, Aide est toujours vivant, sacrément vivant. Et c'est un petit peu l'histoire qu'on va essayer de mettre en scène pendant cette table ronde, de raconter un peu ces 40 ans et de voir un peu comment, entre les événements d'un côté et l'action, les réactions de la communauté, de Aide, ont réussi à faire en sorte que la vie triomphe. Pour reprendre un peu cette situation qui était quand même assez extraordinaire, qui était lorsque Arnaud Marty-Lavozelle était président de Aide, et qu'il a eu cette idée alors que c'était des années où on mourait, il y avait 4 à 5 000 personnes qui mouraient du sida en France, il a lancé la Marche pour la vie, qui était quand même une sorte non pas de clin d'œil, mais de croc en jambe énorme à la situation, à la fatalité, avec toujours cette intention qu'il avait, et cette volonté de dire, il y a toujours quelque chose à faire, la fatalité n'a pas raison. Alors peut-être quand même, juste avant de redécliner les 40 ans, je voudrais un petit peu représenter un peu tout le monde, parce que tout le monde vous connaît. Camille Spire, voilà, donc première femme quand même présidente de Aide, voilà. Et toi, tu travailles aussi comme chef du service de l'instruction pour l'accès au droit à la maison départementale des personnes handicapées. À côté, bon, alors je continue, Bruno, ton demi-frère, voilà, qui a été président de Aide. Alors j'ai toujours de 2007 à 2015, chercheur. Tu aurais pu être avec Willy dans les signataires du fameux article en 83, voilà, sur l'isolement du virus, mais malheureusement ou heureusement, tu étais parti aux États-Unis, et voilà. Et tu as fait... Non? Comment? Non, j'étais encore trop petit. Ah mais moi c'est l'histoire que m'a toujours raconté Daniel en disant, voilà, il me disait toujours. Mais voilà. Oui, donc Willy Rosenbaum, médecin infectiologue, voilà, une des personnalités les plus attachantes quand même du monde médical, qui est quand même la plupart du temps assez ordonné, assez classique, voilà, et qui n'a jamais cessé de continuer à se battre et à lutter. Donc, et bon, en 83, voilà, si tu n'avais pas été là, je ne crois pas que le virus aurait été isolé, le rétrovirus. Et comme tu le répètes tout le temps, c'est une histoire collective, y compris les découvertes scientifiques, et y compris aussi leur côté un petit peu... Vous étiez un petit peu en marche, pas totalement en marche, mais un petit peu en marche, ce qui a fait la force de votre... Voilà. À ma gauche, Jeanne Gapilla-Nyozima, tu es une figure, une magnifique figure de la lutte africaine contre le sida et des droits de la personne humaine, avec non seulement un combat personnel, mais aussi j'allais dire, une magnifique histoire. Voilà, parce que quand même, tu as montré comment une propre histoire personnelle, avec la mort d'un enfant, où on a découvert plus tard qu'il était séropositif, puis peu après, le fait que tu as découvert ta séropositivité, a transformé cette situation personnelle en combat collectif, et donc de fait, a créé en 1993 l'Association nationale de soutien aux séropositifs et malades du sida, qui est devenue aujourd'hui une des plus importantes associations, non seulement au Burundi, mais dans le reste de l'Afrique, avec plus de... Voilà, vous faites de l'accompagnement, du soin, de la prévention, voilà, et en même temps, vous êtes avec
d'autres, avec oui, Bruno aussi, je crois, membre de la Coalition Plus, voilà, une des plus importantes réussites aujourd'hui de la solidarité internationale. Et puis à ma droite, car il faut toujours quelqu'un à ma droite, Christian Honoré, voilà, écrivain, metteur en scène, cinéaste. Et vous avez, c'est ça qui nous a vraiment beaucoup impressionné, écrit en 2018, cette pièce, Les Idoles, au théâtre de l'Odéon. Votre histoire et vous est très intéressante parce qu'elle est un petit peu... Vous n'êtes pas de la première génération des années 80 du sida, mais un petit peu après. Et vous avez voulu mettre en scène, puisque c'est quand même le mauvais côté, pire que le mauvais côté, le bilan terrible de ces années-là, c'est que les gens sont morts. Il y a plein de gens qui ne sont plus là, et des gens anonymes, très importants, mais aussi des gens qui ont été importants, en tout cas pour vous qui ont été importants, avec, voilà, vous avez fait cette pièce autour de gens comme Hervé Guibert, Jean-Luc Lagarce, ce metteur en scène, Bernard-Marie Coltel, Cyril Collat, mais aussi Serge Danet, qui était un critique de cinéma, voilà, il nous manque, et tous ces morts que l'épidémie a tués. Et puis vous avez écrit aussi un autre livre, c'est pour ça que je le citais aussi, sur le sida, Tout contre Léo, en 1996. Un des tout premiers livres, c'est l'histoire d'un enfant qui apprend que son frère est mort du sida et que tout le monde le lui cache. Voilà, donc on va essayer pendant cette heure, je crois qu'on a un petit peu plus d'une heure et demie, de revenir sur cet événement. Évidemment, commençons, c'est pour ça que je me tourne vers toi, Camille, sur le fait que la fameuse lettre de Daniel, écrite donc en septembre 84, cette lettre qu'il a envoyée après la mort donc, de son compagnon Michel Foucault en juin, puis après il est parti en Angleterre où il a vu un petit peu les premières tentatives communautaires de réponse, voilà, et il est revenu, il a eu cette idée d'essayer de faire quelque chose. Et donc on parle beaucoup de cette lettre. Quand on la lit aujourd'hui, elle a un côté impressionnant, mais elle est un peu confuse, elle est compliquée, quoi. Et en même temps, on sent bien qu'il y a quelque chose de radicalement novateur et juste. Voilà, et donc j'aimerais bien t'entendre un peu sur cette lettre du début et aussi qu'est-ce qu'elle dit d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'elle est, quand on la relit, c'est presque une étude de texte pour l'étudier dans un cours, parce qu'effectivement, il y a plein de choses dedans, mais c'est, en fait, elle est éminemment actuelle. Ça parle déjà de la place des malades. La première chose, c'est ça, c'est vraiment la place des personnes qui sont directement concernées. Alors, il parle bien dedans, je ne sais pas si vous avez l'occasion de la lire, je recommande fortement la lecture, évidemment, de ce texte fondateur, mais c'est le fait que finalement, les médecins, à l'époque, étaient encore en train d'hésiter pour donner l'information ou pas sur le statut sérologique. Alors, c'était d'ailleurs, c'est bien le sujet de la mort de Michel Foucault, c'est-à-dire que, voilà, ne pas avoir donné à la personne, en fait, le diagnostic avant qu'elle décède, et que donc, les médecins sont encore là-dessus, alors que les personnes malades, elles en savent déjà beaucoup plus, et même beaucoup plus que les médecins, en fait. C'est un peu ça qu'ils disent, c'est-à-dire que le savoir expérientiel, en fait, le savoir qui est le côté rhinologue ou vivrologue, en fait, les personnes qui sont elles-mêmes touchées, elles ont un savoir qui n'est pas le même, mais qui est au moins aussi important que celui des médecins. En fait, ça a bouleversé les rapports de pouvoir, en fait. Ça a donné un vrai rôle social et politique aux malades, et c'est ce que ensuite, Daniel, il parle du malade comme réformateur social. C'est vraiment ça. Dans cette lettre, on commence déjà à voir les prémices de ça. Il y a quelque chose là-dessus, et pour aujourd'hui, ça nous parle de la démocratie en santé, en fait. Tout ça, aujourd'hui, en fait, il y a quand même énormément de changements qui sont issus de ça. Que ce soit l'accès à son dossier médical, que ce soit le fait que les personnes doivent être associées, normalement en tout cas, à tous les procédures, dans tous les types d'institutions, il faut qu'il y ait quand même au moins des consultations d'usagers, il y a des conseils de vie sociale, etc. Donc, ça, c'est vraiment le premier point important. Après, il parle aussi beaucoup c'est ce que je disais un peu en introduction d'ailleurs, du fait que c'est pas une épidémie qui n'est que médicale. C'est que le sujet n'est pas que médical, le sujet il est aussi social, il est moral. Il parle malheureusement encore d'actualité, hein, il parle de la moralisation. Comment dire, aujourd'hui on voit bien que malheureusement beaucoup de décisions politiques sont faites sur des considérations morales et absolument pas sur des questions evidence-based, j'ai envie de dire en anglais, basées sur des preuves et sur la science, quoi. Donc ça, il le dit déjà. Il parle des impacts sur le lien, le côté légal. Je pense évidemment aussi du fait de tous les décès qu'il y a eu. Les personnes qui se retrouvaient, les conjoints, se retrouvaient avec rien, en fait, rien, plus rien.
finalement complètement confisquée, enfin, la relation était confisquée du fait de tout cela, et donc c'est pour ça qu'on s'est battu pour le Pax, c'est pour ça qu'on s'est battu pour le mariage pour tous, c'est vraiment en lien avec le VIH, il y a un lien direct. Et après, dans ce courrier, ce que je trouve intéressant aussi, c'est le parallèle. En fait, il parle aussi de la solitude, il parle pas les mêmes mots, hein. Il parle de la santé mentale, il parle de psychologie, je ne sais plus le mot exact, mais l'isolement. Et j'ai discuté avec un militant de aide qui faisait le parallèle entre finalement les années 80 où on se battait pour que les personnes ne meurent pas seules. Voilà, il parle de ne pas retourner chez maman, mais et ne meurent pas seules et meurent dans les conditions dans lesquelles elles avaient envie d'être. Et aujourd'hui, on est à l'ère du vieillissement aussi. Et c'est la même chose en fait. On se bat toujours pour que les personnes elles ne meurent pas seules et qu'elles meurent dans les conditions qu'elles aient choisies. Il y avait, oui, comme il le dit, face à une urgence médicale certaine et une crise morale qui est une crise d'identité, je vous propose un lieu de réflexion, de solidarité, de transformation. De fait, hein, là, il n'était pas idiot, notre Daniel. Hein, Willy, toi, à cette époque-là, tu as été quand même le médecin qui a rencontré directement les tout premiers malades. Tu étais à la Pitié lorsque Michel Foucault a été hospitalisé. Voilà. Est-ce que ça t'a paru une évidence, le fait qu'il y avait besoin d'associations qui fassent non pas un contrepoids? Comment ça t'est apparu? En même temps, tu me disais avant, mais à chacun sa place. Oui, enfin, j'ai rencontré le sida, je suis tombé dedans, parce que je m'intéressais à l'épidémiologie des maladies transmissibles. Et ça veut dire quoi l'épidémiologie? Pour pouvoir faire de l'épidémiologie, il faut identifier les sources d'informations qui permettent de les rassembler et de les traiter. Et lorsque, grâce à un article de Libération, j'ai pu créer le groupe français d'études sur le sida, si je ne me trompe pas, en avril 82, un article de Libération fait par Éric Conan a identifié le numéro de téléphone de téléphone de mon bureau comme le centre d'épidémiovigilance sur le sida. Et qu'est-ce qui a été à l'origine de ma démarche? C'est d'aller vers les associations déjà d'emblée. Celles qui existaient, c'était l'association des médecins gays, et ils ont participé à ce groupe. Il y a eu une petite association qui s'est appelée Vaincre le sida, à l'époque. Donc tout ça, c'était en 82. J'avais pris contact avec le front homosexuel le phare, voilà, qui était très réservé, qui n'a jamais voulu participer à ce groupe de travail initialement. Et puis aux associations haïtiennes, puisque je ne sais pas si tu te souviens, mais les Haïtiens faisaient partie des groupes cibles à l'époque, les 4H même. Voilà. Et puis aussi, j'ai pris contact avec les associations d'hémophiles. Donc cette démarche-là d'aller vers les patients, elle était pour moi à la base même de ce que je souhaitais faire initialement, c'est-à-dire un centre de recueil épidémiologique, de traitement de l'information et d'avancer dans la compréhension de ce qui se passait. La deuxième chose qui m'a paru toujours absolument évident, c'est que devant une maladie qu'on ne connaissait pas, tout ce qu'on pouvait, je dirais, apprendre, c'était les patients qui nous l'apprenaient. Personne d'autre. Et donc tout ça encore, c'était totalement naturel. Naturel Non, de se rapprocher, enfin pour moi en tout cas. Est-ce que ça a été naturel pour tout le monde? Non. Et puis j'ai été tout de suite confronté à l'ostracisme, au rejet. Ça a été terrible. Pendant des années, je transmettais non pas des informations médicales ou scientifiques, mais y compris dans le milieu professionnel, j'essayais de rassurer mes collègues
sur le fait que la maladie ne se transmettait pas dans les toilettes, sauf comme disait Coluche, en s'asseyant sur la cuvette avant que la personne contaminée se soit levée. Je ne sais pas si tu connais cette blague de Coluche, tout le monde a oublié, mais bon. Donc non, c'était vraiment un travail en soi. Et puis j'ai accompagné quelque chose qu'on oublie peut-être encore aujourd'hui, mais Jonathan Mann, qui était aussi un Américain qui s'est beaucoup impliqué dans la lutte contre le VIH, qui a beaucoup inspiré d'ailleurs, hein, les choses, c'était que la santé, pour faire développer la santé, il fallait aussi promouvoir les droits humains. Et ça, c'est une chose aussi qui m'a beaucoup inspiré, qui a justifié mon engagement. Alors, tu disais que quand Daniel Defer a créé Aide, j'ai un de mes amis, hein, et un de mes collaborateurs avec lequel je travaillais depuis le début, qui s'appelait Didier Seux, qui a accompagné aussi Daniel Defer dans la création. Je crois qu'ils n'étaient pas très nombreux. Et la tentation pouvait être de participer à ce mouvement. Et Didier Seux m'avait dit « Pourquoi tu ne viens pas ?» Et moi, j'avais l'expérience des associations de patients insuffisants rénaux chroniques, où en fait, les patients étaient là, mais c'était les médecins qui géraient cette association. Et ça, je voulais l'éviter, parce que je trouvais que la parole des patients devait s'individualiser par rapport à la tutelle éventuelle médicale. Et on pouvait mener ces chemins de manière parallèle, mais pas de se retrouver avec des autorités médicales qui venaient s'interposer. Donc voilà, ça c'était les tout débuts, sachant qu'effectivement j'étais à la Pitié-Salpêtrière au moment où Foucault a été hospitalisé. C'était déjà assez significatif ce qui s'est passé. C'est qu'on était très peu à connaître le sida à l'époque. Je travaillais à la Pitié, et pourtant personne ne m'a appelé. Et je crains d'ailleurs que les choses ont été mal faites parce que les gens ne connaissaient pas. Il a été hospitalisé dans le service de neurologie, et en fait les médecins qui s'en occupaient, qui sont occupés de Foucault, ne connaissaient pas, mais ils ne voulaient pas faire appel à moi parce qu'ils ne voulaient pas qu'on ait le soupçon. J'avais déjà le masque du sida sur la figure, donc ils ne voulaient pas que ça se sache. Voilà. Donc ça, c'est le tout début, effectivement. Bruno, quand on entend comme ça Willy, il évacue un peu vite le côté les malades se sont imposés, quoi. Un rapport de force, quoi. C'était pas comment tu regardes ça? Est-ce que c'était ces premières années que tu n'as pas vécu directement, en tout cas dans Aide, mais toi tu arrives très vite après? Est-ce que c'était tout de suite un combat avant qu'on aborde la magnifique histoire qui malheureusement je trouve un peu disparue, c'est la solidarité qu'il y a eu dans les premières années? Est-ce que c'était quand même d'abord une lutte? Comment tu... Moi, je dirais que... Alors, moi, j'avais deux visions déjà à l'époque. J'avais une vision marseillaise, que j'ai commencé Aide à Marseille, et le président était un médecin. Et il gérait un peu Aide à l'époque, comme on dirait un réseau ville-hôpital. Donc, on ne voyait pas trop... C'était un peu ambigu, justement, la place des malades. Mais au niveau national, on voyait bien que c'était pas si simple d'être considéré dans le cadre du soin, et d'avoir une parole. Et c'est pour ça qu'il y a eu... Moi, il y a un moment qui m'a vraiment marqué dans Aide, un tournant, c'est 1993, et c'est un discours de Arnaud Marty-Laveuzel, le deuxième président de Aide, qui a vraiment poussé à ce que les militants s'emparent de ce qu'on appelait à l'époque l'action thérapeutique, en disant, les traitements, la prise en charge, ça vous regarde, donc vous devez être au courant de tout ce qui se passe, des progrès, et ne laissez pas ça aux médecins. Parce que la tendance était quand même, les médecins ils font ce qu'ils peuvent, et nous on tient la main des malades, et on fait de l'écoute, et puis voilà, on fait de l'accompagnement en fin de vie. D'accord, mais je te coupe un peu, mais sur l'accompagnement, Aide a fait quelque chose
de magnifique et d'ahurissant avec les volontaires, quoi. Au début, Bien cette sûr. histoire, hein, tu Mais peux bien sûr, mais les le médecins raconter étaient- parce que on a perdu un peu cette idée. C'était Mais personne ne le faisait, donc les médecins étaient ravis dans les services, tant qu'on faisait de l'accompagnement. Voilà, les malades nous sollicitaient, on ne le faisait pas, on était, même si certains le faisaient, mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire, on ne rentrait pas dans la chambre en disant coucou, on est aide. Donc on était sollicité par des personnes pour accompagner les personnes qui avaient besoin, parce que souvent ils étaient abandonnés par leur famille, plus personne ne venait les voir. C'était non seulement la souffrance physique, mais aussi une souffrance morale importante. Et il y avait donc tous ces groupes d'aide aux malades qui faisaient un rôle très important dans le contexte où il n'y avait absolument aucune solution thérapeutique. Et là, il y avait quand même... là, les médecins étaient globalement très contents qu'on puisse le faire. Là où ils étaient moins contents, là où il y a eu ça, c'est quand on a commencé à vouloir intervenir, parce qu'on pouvait observer que parfois on aurait pu faire différemment sur la prise en charge, et c'est là où Arnaud nous a dit, vous devez tenir, vous avez le droit et même le devoir de empowerer les gens, comme on dirait aujourd'hui, sur les questions de traitement. Et c'était plus supportable. On avait vu des militants de aide mourir d'infections opportunistes parce qu'ils n'étaient même pas au courant, et leurs médecins dans leur coin non plus, qu'on donnait du Bactrim pour éviter les infections opportunistes. C'est Willy d'ailleurs qui avait montré ça dans les premiers, que si on prenait du Bactrim alors qu'on n'avait pas encore l'infection opportuniste, on évitait pour un certain temps les infections opportunistes, et ça permettait quand même de tenir. Et il y a des gens qui ont pu attendre les antirétroviraux grâce à ces stratégies-là, dans les stratégies du parapluie, comme on disait à l'époque. Donc, et ça, il y a plein de militants qui ne le savaient pas, et Arnaud s'était mis en colère justement dans ce discours mémorable de Lyon, en 93, pour dire « Aide, c'est pas on ne doit pas être des militants vampires de douleur, on est là aussi pour renforcer ces aspects-là et monter en compétence sur l'action thérapeutique. » En même temps, il y avait donc ce côté d'accompagnement, mais c'était aussi un accompagnement, si ma mémoire est juste, c'était pas simplement de la charité, de la gentillesse. Il y avait vos fameux cahiers, etc., où il y avait ce besoin d'essayer de comprendre, de savoir, d'avoir de l'information. Ce que racontait toujours Daniel au tout début de Aide, il disait, il y en avait qui voulaient faire tout de suite une conférence de presse, mais il n'arrêtait pas de dire, mais attendez, on fait une conférence de presse quand on a quelque chose à dire. Voilà. Et là, c'était aussi un accompagnement, je vais dire pas professionnel, parce qu'il y a un côté, mais c'était pas de l'improvisation. Non, c'est pas de l'improvisation. D'ailleurs, tout de suite, on a mis en place tout un système qu'on appelait des régulations, parce que c'était très difficile aussi pour les militants. Certains militants eux-mêmes voyaient ce qu'ils allaient devenir ensuite. Donc c'était quelque chose quand même émotionnellement très perturbant. Et il fallait que ça puisse être parlé et régulé collectivement ensuite. Et il fallait trouver aussi la bonne distance, qui n'était pas facile. Pas être trop loin de la personne, mais pas être non plus trop près. Donc trouver la bonne distance pour que l'accompagnement soit utile et toujours centré sur l'intérêt de la personne. Et ça méritait un ajustement fin qui ne se faisait pas comme ça tout seul. Il fallait qu'on soit dans des groupes collectifs qui fonctionnaient grâce à cela. En même temps, c'était une situation tout à fait ahurissante, parce que quand même, ces fameux volontaires qui accompagnaient des patients, et ben après, ces mêmes volontaires, pour la plupart, allaient devenir malades, ils allaient avoir, c'est une sorte de chaîne de solidarité et de présence. De même, comme le racontait Daniel, lors de la toute première réunion qui a lancé Aide, personne, il y avait je crois une quinzaine de personnes, personne ne savait qui était malade, pas malade, et la quasi-totalité des premiers participants sont morts assez rapidement, ne sachant pas du tout, en tout cas au tout début. C'est ça, cette avancée vers l'inconnu, que toi, Willy, c'était cet inconnu qui était quand même très... Oui, il faut rappeler que les tests n'ont été largement disponibles qu'à partir de 85, et en fait, on a pu mesurer l'ampleur de l'épidémie qu'à partir de 86-87, quand les tests ont été réalisés sur des échantillons importants de personnes. Donc c'est vrai que cette conscience des individus, et initialement c'était beaucoup la solidarité, hein, je veux bien l'accompagnement, la solidarité, c'est ça qui a quand même créé le terreau à tout le reste, et au concept actuellement
que l'on a sur la démocratie en santé, c'est-à-dire les personnes concernées ont leur mot à dire sur ce sujet. Ça a validé, je dirais, ce mouvement initial de solidarité, a validé cette cohésion et cette... alors, il ne faut pas croire que les associations ont été reçues partout, hein, ça n'a pas été si simple que ça. Je sais qu'il y avait une permanence de l'aide dans le service à Rothschild, mais ce n'était pas le cas partout. Hein. Les médecins... Il ne faut pas oublier que moi je me suis fait virer plusieurs fois, hein, quand même, de l'hôpital, parce que je m'occupais d'une maladie qui n'avait aucun intérêt. Hein. Le milieu médical était, enfin, au mieux indifférent et assez souvent hostile. Hein. Je ne sais pas si tu as vécu ça, mais c'était pas évident. Hein. Les choses se sont imposées parce qu'il y avait des patients qui se sont... Il y a une époque, à partir de 86-87, où il fallait bien prendre les patients en charge. Les services de maladies infectieuses l'ont fait, mais un peu la main forcée. Un peu la main forcée. C'était assez hostile dans l'ensemble. Tu parlais de Marseille, mais Marseille, les infectiologues n'ont pas voulu prendre en charge les patients. C'était un hémato-gasto qui a commencé à prendre. Moi, mais dès 85-86, je ne suis pas sûr. Mais bon, j'avais été voir à l'époque Dominique Baranaki, parce que j'avais aussi cette... j'essayais de mobiliser le corps médical sur ce sujet, parce que c'était pas évident. Hein. Donc. Je voulais juste dire par rapport à ce que je disais avant Eric, c'est effectivement les personnes... À Aide, les premiers, on a mis en place des actions et on voyait, on va dire, les personnes étaient malades elles-mêmes. Nous sommes une association communautaire de santé. Enfin, on est une association, nous sommes nous-mêmes concernés par le VIH. C'est vraiment ça le principe de Aide aussi, c'est-à-dire que c'est finalement dès le démarrage, l'ADN de Aide, il est là, c'est-à-dire nous sommes nous-mêmes concernés par l'épidémie et c'est pour ça qu'on est communautaire. Oui, avec cette incroyable valeur de la proximité, au point même que Daniel a considéré au bout de quelques années que, n'étant pas séropositif, et la situation était aussi tendue et violente, il fallait quelqu'un, et ce fut Arnaud, qui porte cette proximité-là pour, non seulement pour être légitime, hein, mais pour que c'est du poids, que ça soit incontestable. Jeanne, je me tourne vers vous, voilà, un peu, donc, dans la phase, voilà, entre comment se construit la phase de... Vous, c'est évidemment votre histoire personnelle avec... voilà, ça doit marcher, non? Voilà. Avec ce virus qui vous atteint personnellement, et en même temps, racontez-nous un peu comment après va se mettre en place la solidarité. Et voilà, et contrairement à ce que vous voyez, parce que moi c'était il y a plein de fausses idées qui restent, on croit toujours que la solidarité nord-sud, c'est pas du tout les malades qui ont été importants. Si, c'est vraiment, les médecins, ils s'en foutaient, entre guillemets, hein, quoi peu. Il y en avait peu qui s'en occupaient, et les malades ont imposé, en particulier, pour reprendre Arnaud, a imposé le Fonds mondial, tout ça, et d'autres. Mais voilà, mais Jeanne, comment s'est construit un peu d'abord cette histoire personnelle, et puis peu à peu, voilà, l'importance aussi de la solidarité interne et aussi internationale avec Aide, puisque après vous avez eu des liens très forts. Merci. Alors, je vis avec le VIH depuis 38 ans. Je me considère comme une rescapée. Et vous pouvez me considérer ainsi. En Afrique, c'était encore plus difficile. Et la NSS, c'est une association au Burundi. Malheureusement, ça a été créé en 93 et juste après, il y avait la guerre. Quand nous nous sommes mis ensemble, parce que c'est une association qui a été créée pour et par les personnes infectées, quand nous nous sommes mis ensemble, c'était dans un premier temps pour défendre les droits, juste pour être considérés comme des êtres humains. Il n'y avait pas les traitements, mais on voulait juste être considérés. Les hôpitaux ne voulaient pas de nous. Je parle déjà de mon expérience personnelle. Mon enfant, qui a été la base de ma lutte, mon enfant Guy Bertrand, quand il a été hospitalisé à 6 mois, il a été testé sans notre consentement.
Et directement, le médecin nous dit, son papa, mon premier mari qui est décédé, votre bébé a le VIH-Sida, il va mourir, et vous aussi. Notre test, c'était notre bébé. Et à ce moment-là, j'étais enceinte de 2 mois. Je lui dis, mais je suis enceinte. Mais il faut enlever ça. Bon, ça m'a pris 4 longs mois. Et quand j'ai décidé de le faire, un médecin belge décide d'enlever mon matrice. C'est une histoire que beaucoup ne savent pas, parce que c'est une histoire qui m'a pris beaucoup de temps pour l'accepter. Après, c'est à ce moment-là que je vais à la messe en 1er décembre. Chrétienne que je suis, parce qu'il fallait prier pour les malades du sida et les morts du sida. Et ce prêtre qui nous dit, les malades du sida ont péché. Ils ont eu ce qu'ils ont voulu. Donc, ceux qui ont le VIH sont des pécheurs. C'est à ce moment que je dis, non, c'est pas possible. Mon bébé, c'était un ange. Et je me lève. Je ne pourrais pas vous dire où j'ai puisé la force, mais c'était plus fort que moi. Et je suis allée devant, je dis non, je n'accepte pas ça. Mon bébé, c'était un ange. Je ne suis pas un ange, mais je ne suis pas plus pécheresse que les autres. C'était le début. Et nous avons commencé. Et au début, c'était juste prévenir, dire aux gens, parce que dans nos pays, on nous disait le VIH, c'est une affaire des homosexuels, et il semble qu'il n'y en a pas. Et donc, ça ne nous concernait pas. Donc, notre combat, c'était pour leur dire, je suis mère, je suis hétérosexuelle, pourtant je vis avec le VIH. Donc, c'est une maladie qui nous concerne tous et toutes. Et à cette période, les gens mouraient en masse à cause de la méningite à cryptocoque. Il y avait l'embargo que les pays de la sous-région avaient imposé au Burundi. Donc, aucun médicament pouvait entrer. Et révoltée, impuissante, j'ai écrit à notre partenaire, le premier partenaire, le seul qu'on avait, c'était Aide. J'ai fait faire circuler une pétition pour montrer... En quelle année? En 95, là. Donc, j'envoie une pétition pour qu'il relaye notre souffrance. Et c'était du temps de Arnaud et Franck Jouclan. Et quand j'ai envoyé cette pétition pour dire que c'est inacceptable, quoi. Et, mais c'était juste, peut-être c'était pour me décharger. Et à ma grande surprise, 3 semaines après, Franck Jouclan qui m'appelle en me disant « Il y a un conteneur qui vous arrive ». Mais avant ça, Aide avait donné 26 000 francs français. Et ces 26 000 francs français, c'est ça qui a permis à la NSS d'avoir un local, une adresse, un endroit où les malades pouvaient venir et pleurer. Parce que même trouver un endroit où on pouvait pleurer, c'était pas évident. Donc on avait c'était un endroit où on organisait les groupes de parole, où on a commencé quand même à faire du dépistage volontaire et anonyme. Et ça, c'était une avancée, parce qu'avant, on mettait le nom et tout le monde, en fait, le voisinage savait que tu étais infecté avant que toi-même tu le saches. Donc après ça, quand nous avons eu, quand on m'a envoyé, on m'a dit qu'on a un conteneur, je dois dire, j'étais très contente, mais on avait un tout petit local. Je me suis dit, mais je mets ces médicaments où? Ça, c'est un premier problème. Deuxième problème, mais je fais quoi avec ces médicaments? Moi, je ne suis pas médecin, je n'ai aucun médecin. Donc, je suis allée voir le programme national de lutte contre le sida pour demander qu'on nous prenne ces médicaments, qu'on les stocke chez eux. Mais la condition, c'était d'avoir des médecins. Alors, je suis allée chercher les médecins, je leur ai dit, ben, écoutez, j'ai des médicaments, j'ai des malades, mais je n'ai pas des salaires pour vous.
Mais il semble que vous avez prêté un serment. Est-ce que vous pouvez mettre en pratique ce que vous avez prêté comme serment? C'est comme ça que nous avons eu 4 médecins qui ont donné chacun une demi-journée par semaine. Et en fait, aujourd'hui, la NSS a commencé à être a été une structure de prise en charge. Aujourd'hui, la première au Burundi et dans la sous-région. Et je dois dire que notre idée, ce n'était pas de faire de la prise en charge médicale, parce que dans ma tête, une association, c'était juste la prévention. Mais Aide nous a poussé à faire de la prise en charge médicale. À ce moment, je vous dis, c'est la première structure qui a commencé avec les médecins à nous toucher. Parce qu'un malade du sida, je peux vous dire, j'ai été hospitalisée, les médecins se mettaient à 1 kilomètre. Hein. Et madame, je dis, mais si vous vous approchez, je ne vais pas vous contaminer. C'était ça. Mon bébé, on l'a chassé de l'hôpital. Mon premier mari, la même chose. À 6 mois, on l'a chassé, il est resté à la maison. Je l'ai vu souffrir, impuissante. Et il est décédé à 18 mois chez moi, dans mes bras, sans rien. Mais Aide n'a pas fait que ça. Et quand nous avons eu ça, il y avait aussi des ARV dedans. Je me rappelle les DDC, les AZT, et DDI. Donc, nous avons commencé alors à prescrire des ARV et à donner tout simplement les médicaments. Et c'était une révolution au Burundi. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Et c'est en 97 que Arnaud, avec beaucoup d'autres amis qui sont dans la salle, il y a eu un atelier ici pour nous dire que les traitements ne doivent pas rester ici, dans les pays du Nord, qu'il faut qu'on se batte pour qu'on ait les traitements. Je crois que la plupart se rappellent du fameux schéma de l'OMS, que l'Afrique, nous avons besoin de l'eau et qu'il ne faut pas qu'on ait les traitements. Oui, et puis moi je me souviens à cette époque, on disait aussi, mais quand même d'ailleurs avec les tout premiers traitements, comment des malades africains peuvent-ils être capables de prendre des médicaments tous les 6 heures, ils n'ont pas d'heure. Oui, mais qu'on ne sait pas... C'est un article du journal Le Monde. Exact. Et qu'on ne savait pas lire la montre, et qu'on n'avait pas de frigo. Et donc, c'est là où on nous a formés à prendre la parole, à oser. En fait, c'est qu'ils ont dit aux militants de Aide qu'il faut absolument se lever. Et c'est à ce moment qu'il y a eu création du réseau Afrique 2000, et qui ne nous permettait pas seulement de parler, mais qui nous a permis aussi d'avoir des échanges sud-sud, un renforcement sud-sud. Et cette collecte, il y avait des jumelages. Aide, au Burundi, on était jumelés avec Nîmes. Et ces jumelages, ça nous permettait aussi, en fait, de faire venir des gens qui étaient très malades pour venir se faire soigner ici. Nous avons évolué, et c'est Aide, encore une fois, qui nous a aidés à organiser, à donner de l'espace aux hommes ayant les rapports sexuels aux autres hommes. Je me rappelle du feu Georges Kanouma, qui est venu en me disant « Ça y est, on a un cadre de nous exprimer grâce à Aide ». Et ce jeune homme, quand il est venu, et puis il me regarde et dit « Tu vas nous accompagner, n'est-ce pas ?» Je dis oui. Je dois dire, je ne savais pas pourquoi je dis oui. Mais après, je me suis dit, ben, j'ai déjà dit oui, il faut que je continue. Et c'est comme ça que j'ai pris la responsabilité, même avec Africa Gay, de commencer à être porte-parole avec Yves Yombe pour dire oui, nous devons nous battre. Cette discrimination que les homosexuels sont en train de vivre, c'est exactement ce qu'on a vécu, qu'on continue à vivre, et nous devons être solidaires. Pour finir, je dois dire que c'est que Aide s'est battu pour les malades en France, bien sûr, en Europe, mais je pense que c'est la première structure qui
qui était solidaire. Et une chose que je n'oublierai jamais, je dis, je dois en partie ma vie à Aide. Il y avait une réunion à Marseille, non, à Bordeaux, 98. Et encore une fois, j'étais panéliste avec Arnaud. Arnaud, il était fâché en disant, mais que font les chercheurs? Nous prenons beaucoup de comprimés. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Pourquoi ils n'avancent pas pour diminuer les comprimés? Et moi, je venais d'avoir mes résultats. J'avais 27 CD4. Alors, quand il a terminé, je dis, ben, moi, je le comprends. Mais si on pouvait me donner 2 fois ce qu'il prend, je serais très heureuse. Et la salle s'est vidée. Les militants, militantes sont partis pour dire qu'ils ont perdu leurs médicaments. Je suis rentrée avec 1 an de traitement. Et après, je vous dis, ces traitements aident Nîmes à continuer à envoyer les traitements au Burundi. Et aujourd'hui, il y a des hommes, des femmes qui sont encore en vie grâce à ça. Parce que le Fonds mondial est venu longtemps après. S'il n'y avait pas eu ça, on ne serait pas là. J'ai envie de finir en disant la poétesse. J'ai envie de finir en citant la poétesse américaine Maya Angelou, qui disait « I come as one, but I stand as 10,000. » Je me présente seule, mais je représente 10 millions de personnes que Aide a sauvées. Merci aux militants de Aide. Merci. Merci infiniment, Jeanne. Avant de donner la parole à Christophe, juste quand je vois l'histoire de ton association comme celle de Aide, il y a quelque chose qu'on ne met pas aussi souvent en avant, c'est vous êtes pragmatique, quand vous êtes habile. Il y a ce côté, vous vous adaptez. Est-ce que c'est une valeur qui vous paraît importante? La situation est très différente. En France, à l'époque, hein, les premiers intéressés pouvaient se mettre en avant. Il y avait une force légitime. Voilà. Toi, tu nous as raconté que donc au Burundi, ben non, on ne pouvait pas. Tu as été la première personne séropositive à parler à la télévision. Donc, cette capacité à s'adapter, quitte à passer parfois pour des réformés, parfois pour des révoltés. Voilà. Est-ce que c'est ça une des marques de fabrique de ces années-là? C'est obligatoire. C'est obligatoire et c'est j'entends force du collectif dans mon oreille. Et c'est effectivement, on n'est pas, quand on est tout seul, voilà, on peut aller quand on est plusieurs, il faut forcément travailler ensemble, sinon on travaille tout seul. On peut se parler à nous-mêmes aussi, on peut se parler à nous-mêmes, faire des conférences avec nous-mêmes, être d'accord avec nous-mêmes, mais en fait ça n'a aucun impact. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un impact. Ce qu'on veut, c'est être efficace. Ce qu'on veut, c'est réussir à combattre les discriminations, c'est réussir à ce que tout le monde ait un traitement, c'est réussir à en finir avec les nouvelles contaminations. Et pour ça, il faut avoir tout en restant fidèle à nos valeurs. Je ne dis pas qu'il faut non plus faire absolument n'importe quoi, mais en revanche, il faut qu'on ait un impact, il faut qu'on soit efficace. Et pour ça, on est obligé de s'adapter. Et toi, Bruno, aussi, tu avais ce sentiment que la stratégie du chercheur et la stratégie de Aide reposent sur les mêmes... j'allais dire sur le même axe, sur les mêmes... Oui, bien sûr. Enfin, la stratégie du chercheur, elle suivait d'abord, ça a d'abord été la stratégie du militant. Moi, quand j'ai fait mon passage, même si j'étais au départ dans la virologie, j'ai vite compris que moi, ce que j'avais envie, c'est de faire de la recherche qui était inspirée par ce qu'on voyait sur le terrain avec les militants. Donc, dans un premier temps, j'ai effectivement cherché dans le même sens qui intéressait les militants de Aide, pourquoi c'était difficile de prendre ou ne pas prendre ces traitements, qu'est-ce qui pouvait améliorer notre qualité de vie. Et puis, en discutant avec beaucoup de monde, je me rendais compte que finalement à Aide, il y avait un sens de l'innovation à travers ce vivaient les militants. Ils avaient chaque fois des nouvelles idées. Il y avait tout ce débat à un moment sur comment on peut faire pour autrement que le seul préservatif comme moyen de prévention. Donc beaucoup de personnes n'arrivaient pas. Nous, quand on disait ça,
on le disait, il faut soutenir les gens qui n'arrivent pas à mettre le préservatif. Il faut d'autres solutions, même si elles sont un peu moins efficaces que rien du tout. On s'est fait quand même bien pourrir. C'était tendu. Et c'était tendu avec les autres associations, avec les institutionnels, avec l'État et avec les chercheurs. Et on a tenu bon jusqu'on arrive à dire finalement, on va faire nous-mêmes des recherches avec des chercheurs académiques en alliance, mais on va les mener, nous, on va mener de nouvelles idées pour montrer qu'on doit trouver d'autres possibilités pour arriver à la prévention. C'est comme ça qu'on a participé fortement à l'essai hyper-gay sur la PrEP, qui a permis quand même que la France soit le premier pays à obtenir la PrEP remboursée totalement en Europe. Et si elle n'avait pas été là, les médecins n'auraient pas pu le faire tout seuls. Et c'était nous qui disions oui, ça correspond aux besoins des personnes que l'on rencontre sur le terrain. Donc le côté pragmatique, le côté adaptatif, il est au fait qu'on n'est pas qu'une association d'intellos qui réfléchissent entre nous, mais nous, surtout une association de militants qui font des actions de terrain, qui observent des choses sur le terrain, et c'est ça qui inspire les adaptations et les changements. Tu veux rajouter quelque chose, Willy, avant que je donne la parole? Parce que c'est le monde de la... Non, mais il faut voir le trajet, y compris en perspective. Il faut savoir qu'à l'Agence nationale de recherche sur le sida, les associations ont eu du mal à s'imposer quand même. Hein. La réalité, c'est ça. Je ne sais pas si je me souviens bien, mais il me semble que les associations ont été présentes dans les réunions de la NRS qu'à partir de 2000. Mais présents, mais pas acteurs. Il y a 3 phases. Ouais. Non, c'est intéressant de faire cette analyse-là, de voir les difficultés qu'il y a eu. Je pense que la direction de Kazetchkin a été plus ouverte que la précédente. Et donc, le TRT5, sa création, c'est 92, oui. Oui, quand même. Donc voilà. Enfin, je pense que c'est très important. Et les sciences sociales que tu continues à présenter se sont imposées naturellement grâce à ce qui s'est tout le mouvement qui s'est passé au niveau associatif. Hein, c'est évident. Oui, il y a eu 3 phases, je dirais, dans les relations avec les chercheurs. Il y a eu la phase de colère, de conflit, clairement. Je me souviens d'Arnaud dire du directeur de la NRS que c'était un assassin. Donc c'était chaud quand même. Hein. Il n'avait pas tort. Donc je sais pas, il exagérait parfois un peu quand même. Mais c'était une autre époque, disons. C'était une autre époque et je pense que voilà, c'est difficile de juger avec les yeux de notre époque, cette époque-là. Et puis après, on nous a invités, malgré tout, parce qu'on râlait, on se roulait par terre régulièrement pour que les chercheurs ne fassent pas des essais inédits, ne fassent pas des choses qui ne correspondaient pas à nos besoins. On a fini par nous inviter à l'action coordonnée qui coordonnait les essais cliniques. Et petit à petit, on nous a invités dans des différents conseils scientifiques, différentes instances. Mais on était là comme invités pour donner notre avis, mais pas pour faire. Et donc c'est la deuxième phase, je dirais, de coexistence pacifique. Et puis après, il y a eu la 3e phase, à partir de 2007-2008, où là, on a dit on veut participer à la recherche et on veut être des co-chercheurs sur certains projets, pas sur tout. Et c'est la phase qu'on vit actuellement, où maintenant on vient chercher pour co-construire des projets. Là, tu es peut-être, on y reviendra à la fin, un peu optimiste, parce qu'on peut imaginer un peu d'autres. Mais je voudrais me tourner quand même vers Christophe Honoré, parce que donc, vous avez vécu ces années-là, vous êtes plus jeune que nous, un petit peu plus jeune, beau aussi. Mais donc, est-ce que, voilà, vous avez vécu dans un monde, c'était le monde de l'épidémie, du sida, et vous êtes passé, non pas à travers, mais vous avez réussi à vous protéger, ce qui est quand même, c'est quand même pas rien, quoi. Et puis ensuite, je voulais aborder avec vous la question de, grâce à vous, voilà, vous redonnez vie à tous ces gens qui sont morts du sida qu'on a, parce que c'est quand même le problème de nos morts, hein, c'est qu'on les oublie, ou c'est, voilà. Mais d'abord un peu là, comment vous regardez rétrospectivement quand vous voyez le combat
Non, moi c'est vrai que j'ai croisé Ed quand j'étais étudiant à Rennes. À l'époque, le président s'appelait Bernard Pellen, je me souviens, et j'avais écrit un court-métrage autour justement de gens qui accompagnaient les malades en fait dans les hôpitaux, et c'est comme ça que j'ai croisé en fait l'association à ce moment-là à Rennes. Ça devait être en 93. Et où j'ai rencontré beaucoup de militants à l'époque, et j'ai fait beaucoup d'entretiens avec eux. Voilà, moi j'avais 23 ans. Non, Ed, en fait, pour moi, c'est oui, c'est vrai que c'est sur la prévention aussi. En fait, voilà, je fais partie des privilégiés sur qui elle a marché, et j'en suis tout à fait redevable à des associations comme Ed d'avoir accompagné. Voilà, ils étaient très présents, que ce soit sur les lieux de drague ou dans les lieux, les bars, etc. Et il y avait souvent des échanges, et c'était pas si évident que ça à cette époque-là. Et après, non, je sais pas. Et puis, c'est vrai que c'était enfin une époque où, moi, quand j'étais étudiant à Rennes, que j'avais une vingtaine d'années, bah, je projetais sur certaines personnalités, que ce soit des écrivains, des cinéastes ou des gens de cinéma. En fait, j'avais comme ça une espèce de constellation un peu de modèles qui étaient à la fois des modèles artistiques, mais des modèles aussi pour ma vie, parce que je savais qu'ils étaient homosexuels. J'espérais monter à Paris, j'espérais les rencontrer, et c'est vrai que dans les gens que vous avez cités au début dans la présentation, tous ces gens-là, quand moi je suis arrivé à Paris en fait en 95, étaient morts. Donc il y avait comme ça cette idée quand même d'arriver sans génération précédente. Mais c'était aussi le cas dans une sphère plus amicale, parce que à quelques années près, selon votre date de naissance, en fait, vous étiez plus ou moins je sais pas comment dire ça, en tout cas, voilà, pour des gens de ma génération qui démarraient leur sexualité en 85-86, on les démarrait justement avec les tests de dépistage, avec quand même une information qui, pour les gens qui nous précédaient de 4-5 ans, n'avaient pas, tout simplement. Donc c'est vrai que cette bascule était très, très étrange, en fait, sur les gens qui avaient 4-5 ans plus que nous. Donc c'était pas du tout un rapport paternel, hein, avec eux, c'était vraiment les grands frères. Et c'est eux qu'on a accompagnés dans la maladie, et après dans le chagrin des deuils. Et c'est certainement ça qui a fait aussi que, quand moi je suis arrivé à Paris en 95, c'est vrai que la première chose que j'ai... à l'époque je ne savais pas du tout, mais c'était d'écrire un livre pour enfants qui s'appelait Tout contre Léo, et qui était justement autour de ça, des grands frères et un petit frère qui avait très bien compris qu'un des grands frères était malade du sida, mais ça se passait en Bretagne, et d'une famille qui ne voulait absolument le cacher pour le préserver lui, mais aussi pour pas que ça se sache tellement en dehors de la maison. Et que c'était à la suite de la publication de ce livre aussi, du coup j'ai souvent rencontré aussi les gens de Aide, justement, voilà, dans tout un travail de réseau qui se faisait aussi autour des écoles, autour de la prévention, et de parler du sida, même aussi à des très jeunes lecteurs. Et je me souviens que c'était souvent... qu'il y avait souvent des gens de Aide qui étaient là dans les classes pour faire les intermédiaires. Donc voilà. En vous écoutant, ce qui est impressionnant, c'est que sur ce livre pour enfants sur Léo, vous l'écrivez donc en 95, quand même, c'est ça, ouais. Et c'est la problématique la même que celle qui a donné naissance à elle, c'est-à-dire le problème du malentendu, de cacher, du secret, de pas dire, Il y avait quelque chose sur l'invisibilité, mais surtout parce que la littérature jeunesse, elle est particulière parce qu'elle est adressée aux enfants. Et parler du sida aux enfants et d'homosexualité, etc., à l'époque, c'était... Voilà. Je me souviens d'ailleurs que dans des salons du livre, il y avait... d'ailleurs, ce livre avait été désigné par des associations... pour le coup catholique, familial, un peu installé en France, voilà, comme un livre qu'il fallait surtout pas mettre entre les mains des enfants. Il y avait eu toute une espèce de tribune comme ça pour dire c'est le livre qui pervertisse vos enfants. Enfin, aujourd'hui, quand on entend les trucs sur la théorie du je sais pas quoi dans les cours de sexualité, enfin voilà, rien n'a changé, hein, et c'est toujours la même chose, c'est toujours pour soi-disant protéger les enfants en fait qu'on discrimine, et donc c'était pas rien en fait. Je me souviens effectivement, c'était pour ça que je l'avais pas mal accompagné en fait, ce livre à l'époque, et même pour tout dire en fait, après on m'avait demandé, c'était M6 à l'époque,
Et moi, je commençais un peu à faire du cinéma, mais je n'avais pas encore fait de film. Il m'avait proposé de faire une adaptation pour un téléfilm de Tout contre Léo, et j'avais dit pourquoi pas, mais voilà. Et donc j'avais lu le scénario, c'était pas moi qui l'avais écrit, et je l'avais pas trouvé très bon, et je l'avais demandé à le réécrire. Et puis finalement, on m'avait proposé de le réaliser. Et ce film, en fait, n'est jamais passé. Et donc, je vous parle de ça, c'était quand même ça, c'était plus en 99 ou 2000, parce qu'il ne voulait pas le passer c'était fait normalement pour une heure à 20h30, et en fait, ça posait problème. Donc, même voilà, M6 avait refusé vraiment de diffuser ce film, mais avait demandé de couper certaines scènes, et notamment les scènes assez explicites homosexuelles. Mais j'ai eu la même chose sur Claire Aimée Goyerovitch, je me souviens, qui est un film que j'ai fait bien des années après, où Canal+, c'était Bolloré à ce moment-là qui siégeait dans les commissions, avait dit on ne prend pas de film de pédécida, voilà, mais il l'avait dit ouvertement. Donc faut pas croire en tout cas que dans la représentation, après pour des gens qui travaillent dans la représentation et tout ça, on peut des fois se plaindre peut-être que les malades du sida sont pas assez représentés dans les fictions, ou voilà, et il faut jamais oublier, en tout cas au cinéma ou à la télévision, qu'on a affaire forcément à des décideurs qui sont rarement les plus ouverts du monde en fait sur ces choses. Et aujourd'hui, vous écririez quoi si vous écriviez un livre pour enfants? Sur quel... Oh non, je sais pas. En tout cas, c'est vrai que pour les gens de ma génération, et il y a le film de Robin Campillo aussi sur 120 battements. Je m'aperçois quand même qu'on a mis du temps avant de prendre la parole. Vous voyez, comme si et je crois que c'était déjà le cas moi un petit peu. C'est-à-dire à partir du moment où vous étiez pas personnellement touché par la maladie, enfin personnellement en étant malade soi-même, il y avait une priorité en fait à dire que dans le milieu de l'art, soit en littérature et cinéma, vous voyez, je pense à Collard dans Les Nuits Fauves, évidemment Guibert, Lagarce, même si Lagarce il n'en a jamais parlé vraiment ouvertement dans ses œuvres, mais on voit bien en fait que je pense que quand on a été témoin, on va dire, de cette période-là, il a fallu 15 ans avant qu'on ose, en fait, tout simplement prendre la parole, comme si on ne se sentait pas non plus légitime, et qu'il fallait que la priorité soit d'abord la parole des artistes malades, en fait. Et puis, voilà, c'est pas un hasard, je pense aussi au film de Gaël Morel, là, qui est sorti récemment. Et puis, en plus, le film de Gaël, il est très intéressant parce qu'il projette aussi sur une dramaturgie en fait de survivants, c'est-à-dire des gens qui étaient convaincus en fait qu'ils allaient y passer et finalement non. Et comment on fait après, quand on s'est convaincu en fait qu'il fallait se préparer à mourir et qu'on continue. Et le film de Gaël est très fort, je trouve, là-dessus aussi. Mais on voit que ça arrive presque 20-25 ans après les années terribles en fait, en tout cas en termes de deuil. C'est-à-dire qu'il faut ce temps-là pour que les histoires, on va dire, romanesques adviennent. En même temps, dans les différentes personnalités que vous citez, la plupart ont été quand même très très peu engagés sur le sida. Même d'ailleurs, avec Guibert, il a parlé de lui, mais bon, il était tout à fait contre que Daniel Lance aide, Lagarce n'en a jamais parlé, Serge Danet non plus. Voilà. Il y avait quelque chose de... Voilà. Mais c'est aussi... il n'y a aucune obligation. On peut difficilement demander en fait, aux gens de réagir tous de la même manière, vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ce serait très dangereux aujourd'hui. C'est vrai que moi je vois Danet, justement dans cette pièce, on a beaucoup étudié un petit peu comment ils étaient exprimés autour du sida. Danet, il y a un sidaton, moi jamais. Il était, voilà, Guibert à l'époque, je me souviens, était même... Aimé Guibert, quand vous étiez jeune homosexuel dans les années 90, c'était très mal vu par rapport à des gens qui étaient très engagés dans la lutte contre le sida, parce qu'ils trouvaient qu'ils romantisaient justement la maladie. Et puis on a beaucoup reproché à Guibert, dans l'ami qui ne m'a pas sauvé la vie, justement d'avoir raconté les derniers jours de Foucault à l'hôpital et d'avoir outé Foucault sur le sida. Ça avait fait quand même, voilà, et sans parler de Collard qui a aux Nuits Fauves, on l'a aussi montré du doigt sur l'idée d'une contamination avec une de ses fiancées. Donc c'est des gens qui étaient je sais pas comment dire ça, c'est-à-dire que leur expérience et leur rapport à la maladie, et même si après ils ont exprimé, c'était rarement, en tout cas, dans quelque chose de collectif et de militant. Vous voyez ce que je veux dire? C'était avant tout une expérience personnelle, individuelle, et ils en faisaient quelque chose ou pas. Mais et d'ailleurs, je me souviens qu'à l'époque, c'était pas des gens forcément très bien vus par les gens qui étaient très impliqués, en fait. Vous voyez,
peut pas dire... oui, il y avait, voilà. Ou alors, il y avait les gens comme Jacques Demy, par exemple, où il est mort, et pendant des années, en fait, on a caché le fait qu'il était mort du sida parce qu'il fallait cacher le fait qu'il était homosexuel. Et que c'est venu quand même bien après, ou soudain, parce qu'il y avait aussi ce truc-là. Donc c'est vrai que c'était... mais si vous regardez à l'époque, nous, je sais qu'on a fait les idoles, on a regardé, etc., en fait, finalement, les artistes qui se sont un peu impliqués, c'est pas tellement les intellos, les artistes les plus intéressants. Vous voyez ce que je veux dire? C'est Lynn Renaud, qui avait fait un truc avec... on a regardé, il y avait Gérard Lenormand, Linda de Souza, enfin, vous voyez, des gens qui étaient plutôt dans le showbiz, on va dire, dans la variété. Et finalement, des gens dont les œuvres, voilà, ont été assez peu présents, en fait, mais pas forcément dans une lâcheté, mais tout simplement parce que en fait c'était quelque chose qui était voilà, qui était un impensé presque. Enfin, je sais pas comment dire ça. J'aimerais maintenant est-ce que vous avez des regrets? Et je me tourne vers toi, Bruno. Parce que j'ai été frappé il y a quelque temps de t'entendre, j'étais aux Assises il y a un an ou deux, de te dire que de temps en temps vous avez été, tu te dis, trop gentil. Que maintenant, je ne dis pas, mais sur la recherche, manifestement, là tu nous as décrit quelque chose, de vraies avancées, un vrai bouleversement, l'apparition, voilà. Mais dans d'autres domaines, tu me dis, peut-être qu'on est trop gentil. Je ne sais pas, est-ce que quand tu regardes l'histoire de l'engagement, voilà, et surtout, puisque donc, je te pousse un peu, on a tous été sidérés avec ce qui s'est passé avec le Covid, et le gigantesque échec de la non prise en compte de l'expérience magnifique qu'avait été l'épidémie du sida, si on peut dire. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose que, voilà, dans l'histoire, puisqu'on a retracé un petit peu l'histoire, où tu te dis, je sais pas, ou non, c'est ce qu'on appelle... Question, vous avez 4 heures? Non, t'as 2-3 minutes. Je ne sais pas si on a été trop gentil, on est aussi dans un contexte qui est de plus en plus difficile. Donc voilà, est-ce que par rapport au contexte difficile, il faut s'adapter en essayant de quand même trouver des alliés au sein d'un contexte hostile, les moins méchants qui peuvent... des ennemis sur lesquels on peut essayer d'influencer pour éviter le pire, ou est-ce qu'il faut totalement se radicaliser et en hurlant sur tout le monde, qu'est-ce qui est le plus efficace? C'est une vraie question. Oui, mais je te coupe. Tu dis le contexte est plus difficile, mais en même temps, on n'arrête pas de nous répéter, le malade est au cœur du système de santé, il faut te mettre tous ces trucs contre l'exclusion, la stigmatisation, etc. Parce que non, je dirais qu'on a peut-être, si on doit se reprocher quelque chose, effectivement, on a obtenu des avancées, je pense par exemple sur la démocratie en santé, en tout cas dans la loi, sur les textes, on l'a peut-être pas suffisamment occupé en sens d'armement des militants, parce que c'est pas si simple d'avoir des places, d'être là au milieu des médecins, des gens qui ont le savoir, qui ont tout ça, et que nous, on représente quand même... les malades, les personnes exposées, avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de tenir tête à des, excuse-moi Willy, mais au grand patron de médecins, mais tu l'as été. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est quand même pas toujours évident quand vous avez les professeurs de maladies infectieuses, c'est pas évident déjà quand vous n'êtes pas professeur de maladies infectieuses de tenir tête à un professeur de maladies infectieuses. Je suis bien placé pour le savoir au quotidien, et je vous assure que si, quand du coup on arrive comme ça hors du milieu médical, essayer d'obtenir des choses et être entendu, c'est pas simple. Et peut-être que ce qu'on aurait peut-être dû faire davantage, on l'a fait, mais pas suffisamment, c'est de mieux armer tous les militants de terrain au plaidoyer pour pouvoir justement donner cet empowerment. Mieux armé, mieux, ça veut dire plus de formation interne, donner plus de temps, plus de moyens. Mais si on fait ça, effectivement, il y a d'autres choses qu'on fait moins, parce que on peut pas non plus tout faire avec les mêmes moyens, il n'y a que 24 heures dans une journée. Il y a aussi des actions de terrain à mener. Donc c'est à trouver un équilibre. Et peut-être que si on avait su que les choses, il va falloir revendiquer encore plus, il aurait fallu peut-être
davantage encore mieux armés, parce qu'obtenir des lois c'est bien, mais on sait très bien qu'il y a plein de moyens pour les contourner et faire qu'on soit des faire-valoir ou des potiches dans certains endroits où on n'a pas beaucoup d'impact. Donc ça c'est vraiment important à garder en tête. Oui, juste un petit mot là-dessus, même si je suis médecin, je suis désolé. Oui, non, aide, ça a été quoi? Ça a été d'abord solidarité, puis plaidoyer, et puis il ne faut pas oublier un rôle qui a été évoqué, qui est majeur à mon avis. Aide à porter la prévention contre le VIH, alors que c'est une prérogative normalement de l'État. L'État a délégué, mal d'ailleurs, insuffisamment. Et je rappelle qu'il y a eu l'Agence française de lutte contre le sida, qui a été remplacée par d'autres institutions. Voilà. La démocratie en santé, tu as dit qu'il y a un texte législatif, mais c'est une couche-nerrie. Il va bien tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il a créé un texte, mais il n'a pas donné les moyens à cette démocratie en santé de fonctionner. Donc, là, c'est peut-être la faute aux acteurs, quand même. Non, je ne sais pas si c'est la faute des acteurs, mais en tout cas, l'outil plaidoyer, il n'a peut-être pas été jusqu'au bout de la logique. Alors, aide, son histoire, est-ce qu'elle a été... Mais il ne faut pas oublier que ce n'est pas la seule association. Donc il y a eu ACT UP aussi qui a eu son rôle, même si vous n'êtes pas... Enfin, tout le monde n'était pas toujours d'accord avec ce que faisait l'autre, mais n'importe, ils ont eu aussi un rôle à un moment, voilà, avec leur sensibilité, leur analyse, etc. Ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été tout facile, mais... Voilà, je pense qu'il faut aussi reconnaître qu'ils ont, par leur type d'action, obtenu des éléments que aide à lui seul ne pouvait pas faire. Donc voilà, les défis aujourd'hui sont quand même importants et nécessitent, à mon avis, peut-être sans doute un rassemblement des forces, d'où qu'elles viennent. La semaine dernière, enfin il y a 2 jours, on a parlé de ce pseudo-ministre qui s'est exprimé sur la promotion de la santé, enfin sur la santé sexuelle, pour s'opposer à je ne sais pas quoi, alors que l'éducation, c'est pas simplement le présent, l'éducation des jeunes, c'est pas simplement le présent, c'est aussi l'avenir. Il ne faut pas oublier que tout ça est très fragile, tout ce qu'on obtient aujourd'hui, pas simplement sur le plan médical, mais sur le plan social, c'est fragile. On a le sentiment qu'on est en recul d'un certain nombre de choses. Et si on ne se bat pas pour maintenir ça, il y aura un recul encore plus important. Et le ministre qui dit on s'en fout finalement, mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans les collèges, dans les lycées, vous avez des associations extrêmement agressives qui viennent raconter n'importe quoi et s'opposer à des programmes qui ont mis des décennies, bien savoir, à se mettre en place et qui ne sont toujours pas. Donc, je pense qu'il y a encore énormément de boulot et peut-être de manière plus, je ne sais pas comment dire, énergique. Juste pour dire, effectivement, alors, on n'est pas tout seul, effectivement, dans le paysage. Et moi, je trouve que la richesse, la lutte contre le VIH, c'est que c'est justement avec les spécificités de chacune des différentes structures qu'on réussit à faire quelque chose qui est collectif et qui est beaucoup plus fort. On parlait de ACT UP et Aide, par exemple. C'est parce que d'un côté, il y avait ACT UP qui pouvait aller faire certains types d'actions très spectaculaires et que nous, de l'autre côté, nous, on allait travailler un peu plus dans l'ombre. En fait, c'est la congrégation des deux. Et je parle de ces deux-là, mais en fait, il y a énormément d'associations qui existent, chacune avec des spécificités. Et ça, c'est vraiment une force. Et moi, je ne sais pas si on a forcément du regret, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est parfois des déceptions. Le Covid, par exemple, fait que des choses qu'on pensait acquises en réflexe, parce qu'on a prouvé que ça marchait, on a prouvé, reprouvé, et qui sont balayées d'un revers de la main parce que c'est l'urgence. Et donc l'urgence fait que du coup, on sollicite pas les personnes, on impose du haut en bas, et on voit encore une fois que ça ne marche pas. C'est ça qui est dingue. Ça, c'est une déception. Je dirais pas un regret parce que. Mais voilà, peut-être qu'on aurait pu faire différemment, mais en tout cas, ça veut dire vraiment qu'il faut être toujours vigilant, en fait, en permanence. Jeanne, est-ce que
tu as construit comme une association comme Aide absolument remarquable, solide. Est-ce que tu as l'impression d'une grande fragilité, que tout ça, comme ce qu'il vient de dire, que comme le dit à côté de toi Willy, que tout est toujours à recommencer, quoi. Est-ce que toi aussi tu trouves, et y compris d'ailleurs dans la solidarité, parce que quand même Nord-Sud, le Fonds mondial on peut le critiquer, mais ça a été le plus bel outil de financement international dans le monde de la santé. Voilà. Est-ce que tout ça aujourd'hui est très fragile? Aujourd'hui, tout ça est fragile parce que si on regarde l'environnement politique, au niveau de la NSS, notre grand soutien, ça a été les associations françaises. Je n'ai pas l'impression que l'avenir est rose. Nous avons au niveau du Fonds mondial, effectivement, par exemple, le traitement au niveau du Burundi, c'est pratiquement 100% le financement du Fonds mondial. Mais le Fonds mondial, les grands donateurs, c'est les Américains, les Français. On ne sait pas ce que ça va devenir les années prochaines. Donc tout ça, ça fait vraiment peur. Aujourd'hui, on est en train de parler de santé mondiale. Au niveau de Coalition Plus, on se pose la question, encore une fois, au moins on a de l'avance, parce qu'on a un cadre où on essaye de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire, mais on ne sait pas, on ne voit pas réellement qu'est-ce que ça vise et que sera la place des associations communautaires que nous représentons. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire, mais encore une fois, nous savons, tout le monde va vous dire, aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées, ce qui est vrai. Mais nous avons un problème. Nos pays, particulièrement dans nos pays africains, c'est la compétition de pénaliser les LGBTI. C'est la compétition de mettre des lois vraiment... maintenant, même, il faut les tuer, il faut les... Alors que la science a déjà démontré que ce sont des populations à très haut risque. Nous sommes encore dans le déni. Et ce qui est dommage, nous n'apprenons pas de ce qui est arrivé. Les années 35, il y a 30 ans, je me rappelle quand on disait « mais il faut brûler les personnes vivant avec le VIH, comme ça on n'aura pas de problème ». Aujourd'hui, c'est le même slogan pour les populations claires. Nous ne pouvons pas, on nous dit d'ici 2030, nous allons éradiquer le VIH, ce qui était possible. Mais si jusqu'à présent, et d'ailleurs cette année le thème c'est les droits humains, mais aujourd'hui même pour parler droits dans nos pays, il ne faut même pas parler des droits. On se cache derrière santé publique pour soigner. Tu m'as raconté, c'est ça. Absolument, on doit se cacher alors que, en fait, c'est nos enfants, c'est des êtres humains qui ont droit à la santé, à l'éducation, à tout quoi. Mais comme on veut rester dans le déni, dans l'hypocrisie, nous sommes en train de perdre du temps, mais surtout, nous allons perdre encore une fois des êtres humains à cause de l'idiotie et de la malhonnêteté, de l'hypocrisie de nos dirigeants. Eh ben, merci beaucoup. Manifestement, vos propos finaux montrent que Aide a bien raison de continuer à vivre et d'être... On a même besoin d'un Aide de plus en plus solide, fort, exigeant. Voilà. Parce qu'en même temps, juste comme ça, comme petit aparté, alors, deux apartés, comme le temps a passé, on n'a pas pu poser laisser la salle poser des questions, mais comme on vient de le dire, la conversation se poursuit partout dans les couloirs, etc. Et non, et deuxième petit aparté, c'est vrai que tous les présidents de Aide, et peut-être toi aussi, Camille, peut-être pas, aussi, m'ont dit à un moment donné, oh mais non, il faut, Aide, ça suffit maintenant, il faut qu'on arrête, allez, c'est au pouvoir public. Voilà, ça a toujours été une détente. Voilà, le but est de disparaître, mais en même temps, c'est plutôt aussi très bon signe que vous continuez à vivre. Mais voilà, en tout cas, merci infiniment à tous les 5, voilà, de cette
cette conversation et de ce retour.